Hello les passionnés d'industrie et de RH. Bon, ce podcast, je l'ai vraiment pensé pour vous. Et son objectif, c'est de vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Et moi, je suis Claire Tonaillou, je suis hôte du podcast et fondatrice de Be Wanted. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'industrie. Enfin, surtout la vôtre. Je vous aide à élaborer des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui accompagnent la croissance de votre entreprise. Mais je ne suis pas seule à ce micro, puisque chaque mois, je reçois 2 invités qui vous présentent chacun 4 thématiques et donc 4 épisodes. Alors, c'est un shot de bonnes pratiques et de benchmark que vous trouverez dans vos oreilles chaque lundi et jeudi. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Lily, bonjour, comment tu vas? Ça va, et toi? Bon, écoute, ça va, nickel, la forme, forcément, ravie de te retrouver ce matin. On va parler de pas mal de sujets qui nous réunissent, toi et moi, sous des angles, voilà, un peu différents, mais en tout cas, autour du même combat. Je sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais ici, on a un petit rituel. On commence par 3 questions. Donc, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur? Alors, ce qui m'anime, au niveau pro, en tout cas, c'est de faire comprendre aux industriels que le marketing n'est pas un coût, c'est un investissement, que ça peut leur apporter beaucoup de choses. Ce qui me révolte, c'est la place qu'a pris l'industrie dans la société française, notamment ces quelques dizaines de dernières années, où voilà, on est clairement passé du côté obscur de la force. Et ce qui me fait peur, c'est un peu plus large que ça. C'est un peu la façon dont notre société se fracture en ce moment. Et du coup, ça fait le lien aussi avec ce qui m'anime. Je suis sûre que l'industrie a un rôle à jouer là-dedans pour justement réduire ces fractures, faire en sorte que les gens continuent à se parler et à se respecter. Donc voilà, on part dans des grands débats philosophiques et sociétaux comme ça, Voilà, mais c'est le problème de ces questions. Mais en même temps, je les aime bien. Mais alors, des fois, soit on part dans des trucs, tu vois, complètement macro, ou alors c'est hyper flippant et genre, on oui, imagine. voilà. Mais j'ai espoir, hein, donc ça va. Ok, ça va, c'est bien. Mais t'as toujours ce truc-là un peu positif et tout, donc c'est très bien, très bien. Alors, dis-moi, pour toi, c'est quoi l'industrie qui fait envie alors? Pour moi, l'industrie qui fait envie, c'est déjà l'industrie qui se pose un peu des questions, qui sort un peu de sa zone de confort. Forcément, c'est très orienté sur des sujets de modernisation, de business model et puis effectivement de communication parce que c'est mon métier, c'est le prisme que j'ai. Mais voilà, comme je peux le voir avec mes clients et puis avec l'écosystème un peu plus général, c'est euh, c'est l'industrie qui est authentique, qui est sincère, qui sait qu'elle a encore beaucoup d'efforts à faire sur beaucoup de sujets parce que tout n'est pas parfait. Je pense que il y a aucun secteur où tout est parfait, mais qui sait, voilà, l'industrie qui sait qu'elle a encore des efforts à faire au niveau transition énergétique et environnementale, au niveau justement de la marque employeur, au niveau de sa transformation digitale et au niveau évidemment de marketing et communication, mais qui a envie, qui est prête à essayer, qui est prête à se tromper sans qu'effectivement ce soit trop problématique. Et qui est prête à s'entourer et à sortir un petit peu de sa filière, de sa fédé, de son voilà, de son monde habituel pour voir un peu ce qui se passe ailleurs et changer un peu les choses. Pour moi, ça c'est l'industrie qui fait envie. Super. Ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu le souhaites. Comme d'habitude, on n'a donné que ton prénom jusque-là, donc peut-être lever le voile Très bien. sur ton identité. J'ai vraiment l'impression d'être une super héroïne, c'est génial. Ça, je sais pas, je m'emballe trop dans le démarrage.
Donc, Voilà. pas de souci. Je vais présenter, alors peut-être pas en tant que super héroïne, parce que je suis loin d'en être une, mais donc moi, c'est Émilie Ledoiron. Je suis la dirigeante du cabinet Miti, qui est un cabinet marketing spécialisé dans l'accompagnement des acteurs industriels et cofondatrice du collectif Les Influstriels, qui est un collectif d'influenceurs au service de l'industrie et de son attractivité, dont tu fais partie. Donc voilà, je suis basée à Grenoble, malgré ce que pas mal de gens peuvent penser, qui croient que je suis à Paris, parce que je suis aussi beaucoup à Paris. Bretonne d'origine, C'est vrai? voilà. OK. Ouais, Ah, ouais, je suis née à Brest. Ah, OK, OK. Ça va, tu de l'Ouest alors. Bon, j'ai bien fait de t'inviter. Voilà ce que je peux dire. OK et juste une question, qu'est-ce qui t'a amené à l'industrie? Alors j'ai toujours été assez connectée, au monde industriel parce que, mon papa travaillait dans l'industrie papetière. Donc déjà, voilà, mes arbres de Noël, c'était à l'usine, et puis, c'était, régulièrement, il faut pas exagérer parce que c'était quand même plus ma maman qui gérait ça, mais, de temps en temps, voilà, quand j'étais malade ou que, voilà, on c'était assez souvent qu'on allait faire un petit détour à l'usine parce qu'il avait oublié un truc ou des choses comme ça. Donc, les grosses, heu les grosses machines qui font beaucoup de bruit pour aller produire du non tissé avec une usine voilà au fond de notre montagne là-bas, c'est un peu ce qui a fait mon enfance. J'ai fait aussi j'ai grandi dans une région donc près de Grenoble où il y a énormément d'industrie, donc moi tous mes jobs d'été c'était à l'usine aussi, ça a payé mes vacances. Et puis dans le début de ma carrière, j'ai toujours été en contact, même si j'étais plus orientée monde de l'informatique et du logiciel, du SaaS, déjà dans le B2B et déjà du coup à travailler beaucoup pour des offreurs de solutions pour l'industrie. Donc j'avais déjà beaucoup de contacts avec les acteurs industriels qui étaient les clients de mes clients. Et puis du coup, petit à petit, on s'est bien rendu compte avec mon associé qu'il y avait un petit sujet en termes de marketing et de communication. De la même manière qu'il y avait eu ce sujet-là il y a une grosse quinzaine d'années dans le monde de l'informatique justement, heu, avec un petit manque de maturité, je dirais, sur les sujets marketing et com dans l'industrie. Et c'est pour ça que j'ai cofondé le cabinet Niti, parce que j'ai toujours aimé ce côté concret, tangible, du monde industriel, qu'on retrouve moins du coup, hein, dans le monde de l'informatique, de l'IT au sens large. Et puis du coup, en étant sur un terrain de jeu comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a de quoi faire, il y a de super belles pépites. Donc voilà, toujours, eu un lien assez fort, plus ou moins distendu, mais assez fort avec l'industrie, ouais. Juste avant de commencer, une petite minute pour remercier tout le monde parce qu'on a de plus en plus d'écoutes sur le podcast. Je suis évidemment trop contente. En ce moment, c'est plus de 40% d'écoute, donc vraiment merci pour tout ça. Surtout, mettez un petit 5 étoiles si vous écoutez le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, il n'y a pas d'étoiles, je sais plus exactement, mais en tout cas, si vous pouvez, mettez-moi une petite étoile, enfin 5, merci. Amélie, je pose maintenant un peu de contexte. Forcément, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Tu disais, donc tu diriges Miti, tu es aussi à l'origine du collectif Les Influstriels, qui remet la voix et du visage là où finalement l'industrie reste souvent trop silencieuse. Donc forcément, ces deux activités se rejoignent en faveur de ce combat pour l'attractivité, la visibilité de l'industrie. Moi, ce que j'aime dans ton approche, tu l'as dit un peu, c'est qu'elle est à la fois ancrée dans le concret. C'est souvent pour ça qu'on aime l'industrie, je pense. Dans les équipes, les projets, les réalités du terrain, elle est aussi hyper stratégique. Tu nous parlais notamment d'envisager des business models différents, voilà, du marketing de la com aussi qui soit un peu
un peu différentes. Donc forcément, on va parler de tout ça toutes les deux. Communication, évidemment, mais quels sont les bénéfices qu'on a à en tirer quand on est une entreprise industrielle? Qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, on va œuvrer pour ton combat de se dire que effectivement, la com, le marketing, ça n'est pas une dépense comme ça. On est sur de l'investissement, sur des démarches héroïstes. Euh, que te dire d'autre? Je pense que on peut démarrer. Voilà, c'est parti dans le questionnement. Alors, tu as commencé aussi à en parler dans ton introduction. On parle beaucoup des enjeux, évidemment, de la réindustrialisation au cœur de nos leviers de croissance, de souveraineté économique dans un contexte géopolitique qui est quand même pas foufou en ce moment. Hein. Est-ce que tu crois que c'est aussi un moment un peu charnière pour que l'industrie revoie sa manière de communiquer? Parce que on pourrait se dire aussi naturellement, attends, c'est un peu compliqué, on ferme les robinets sur les sujets de la com et du market, quoi. Oui, je pense que c'est le réflexe en tout cas d'une partie du corps industriel, et comme dans énormément de boîtes, hein, lorsque ça va mal, les premiers budgets qui sont coupés, c'est la communication et puis le marketing qui suit d'assez près lorsqu'il y a des budgets déjà, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, je pense que ça serait vraiment une erreur. L'idée, c'est pas de dire que il faut forcément doubler les investissements. On se rend bien compte qu'il y a des enjeux de compétitivité, de maintenir les jobs des équipes, etc., qui peuvent être prioritaires. Mais par contre, il faut pas tout stopper. Il peut y avoir des leviers assez simples, assez pragmatiques à mettre en œuvre. Déjà, voilà, une équipe dirigeante qui peut prendre la parole justement sur les réseaux sociaux, dans les médias, donner envie au reste des équipes de se mobiliser, etc. Enfin voilà, on n'est pas obligé d'investir des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour faire des choses efficaces. Et en plus de ça, effectivement, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où on parle de renouveau industriel et de souveraineté au regard effectivement des enjeux géopolitiques, des tensions énergétiques, des pénuries de composants aussi qu'on a subies il y a encore pas si longtemps que ça, etc. Il y a une place à prendre dans le cœur des Français, je dirais. C'est un petit peu tarte à la crème. Mais si les acteurs et actrices industrielles ne prennent pas ouais, en tout cas, j'arrive pas à formuler ma phrase. Mais si les acteurs et les actrices industrielles prennent pas la balle au bon maintenant de reprendre leur place sur l'échiquier national, et dire bah regardez, là maintenant on a besoin de nous, bah voilà ce qu'on fait, on ouvre nos usines, on vous montre, etc. C'est maintenant qu'il faut que ça se joue, c'est pas dans 10 ou 15 ans, quand j'ose espérer la situation sociétale se sera un petit peu calmée, qu'il faudra faire l'effort. Là, la porte est grande ouverte. On n'attend que ça, d'avoir des nouveaux rôle modèles qui prennent le lead, qui guident la jeunesse vers des plans de carrière, etc. Donc, autant prendre le sujet maintenant, quoi. Oui, Ça parce que serait dommage. tu vois, tu pointes du doigt un double finalement enjeu. Il y a l'enjeu des investissements, enfin de la partie vraiment purement business, commerce, et il y a l'enjeu de l'attractivité des métiers. C'est de faire prendre conscience, et la com, forcément, est l'un des leviers dont on dispose. Mais l'enjeu, c'est ça, c'est faire prendre conscience effectivement aux jeunes, aussi aux moins jeunes, que on a besoin de l'industrie, que l'industrie, c'est pas un délit. C'est pas un post de toi que j'ai vu passer hier qui disait ça? Si, alors c'est pas moi Hein? qui l'ai dit, C'est pas ouais. effectivement, c'est le président de la métropole de Toulouse, oui, mais ouais. Ouais. L'industrie, c'est pas un délit, c'est un devoir, oui.
Ouais, c'est ça. Très chouette cette phrase. Et voilà. Enfin, en fait, il y a ce double enjeu derrière. Et là-dessus, j'ai une question parce que bon, tu sais que moi, je traite plutôt la partie RH des sujets de l'attractivité de la marque employeur. Il y a un sujet qui revient souvent, une difficulté que je croise souvent, c'est l'alignement difficile entre la com orientée business et la com orientée candidat. Et tu vois, moi qui suis plutôt chef de projet côté RH sur ces enjeux-là, à chaque fois, je dis, mais non, on ne peut pas avoir les mêmes codes, on ne s'adresse pas de la même manière à nos clients qu'à nos candidats. La proximité n'est pas la même, le ton n'est pas le même, les besoins, les personas sont pas les mêmes, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je te rejoins sur le fait qu'il y a un désalignement de la même manière qu'il y a souvent un désalignement entre commerce et marketing déjà de base. Donc après, nous pour nos clients, on a des clients avec des maturités différentes qui n'ont quasiment jamais fait de communication. On va essayer de trouver des leviers qui peuvent séduire les deux. Et je pense qu'il y a quand même certains livrables, certains messages qui peuvent effectivement servir, même s'il y a adaptation, je te rejoins complètement, mais qui peuvent servir à venir générer ou en tout cas convertir plus de prospects, etc., ou générer plus de business, quoi, de manière générale. Et effectivement, séduire les candidats aussi. Ça va par exemple être de la communication orientée projet. Il y a Mmh. tellement d'acteurs et d'actrices industrielles qui disent non, non, mais moi, je veux pas parler de mes clients. Alors, il y a les notions de confidentialité qui sont souvent des fausses excuses. Enfin, souvent, j'exagère. Il y a évidemment des secteurs dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué de faire parler ses clients parce que voilà, chez nous là, il y a la Suisse avec le monde de l'horlogerie et du luxe. Bon, effectivement, on sait que ces clients-là n'aiment pas bien dire qu'ils sont leurs sous-traitants, etc., etc. Il y a évidemment toute la partie défense, etc. Mais il y a quand même finalement beaucoup de choses à faire avec ces clients sans dire non, mais de toute façon, ils voudront pas. Bah déjà, c'est sûr que si on n'essaye pas, il va pas se passer grand-chose. Et toute cette communication orientée projet, quand bien même on ne peut pas faire témoigner ses clients parce qu'on a vraiment des notions de confidentialité qui sont trop fortes, on peut faire des études de cas, on peut trouver plein de moyens un petit peu détournés. Et ça permet de montrer à quel point la boîte bosse sur des cas qui sont intéressants en fait. Et je trouve que au niveau business, c'est intéressant parce qu'on peut montrer le côté innovant, le côté capacité à gérer des projets complexes, capacité à challenger en amont et non pas juste prendre un cahier des charges et exécuter un peu bêtement, etc., etc. Il y a plein de choses à mettre en avant. Et ça, d'un point de vue candidat, c'est aussi hyper intéressant de dire ah ouais, il bosse sur des projets comme ça, mais je vais m'éclater. Donc après, effectivement, dans la manière de le partager, il y a une adaptation à faire, mais il y a quand même comme ça un petit socle commun qui peut être travaillé. Après, c'est sûr que lorsqu'on va un cran plus loin, il faut être en capacité de se dire mon acheteur Indus qui a sa petite grille comme ça, bah c'est sûr que je vais pas lui mettre les mêmes choses en avant que mon jeune ingénieur qui sort de l'école et qui a besoin un peu de sens et de voilà de valeur, d'une ambition, d'une mission Mmh. qui va un peu au-delà de l'entreprise et que j'ai besoin de lui transmettre si je veux le séduire. Bon, bah là, faut effectivement avoir des stratégies assez différenciées, mais qui restent quand même effectivement incarnées et solides. Il faut pas de fausses promesses dans les deux cas pour le coup. Il faut Ah, quand c'est même clair. pareil, là aussi un socle commun à avoir. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, tu penses que ça vient d'où cette difficulté ou cet obstacle à communiquer en fait? Moi, de ce que je constate quand même, c'est que il y a toute une partie du secteur industriel qui jusque-là a pas eu trop besoin Mmh.
de faire des efforts pour aller chercher du business, par exemple. Ça fonctionnait beaucoup en bouche à oreille et puis en carnet de contact du commercial ou de l'équipe commerciale qui était là, installée depuis 20 ou 30 ans dans la boîte, qui finissait par connaître un peu tout le monde, des gens qui probablement étaient très bons dans leur métier, mais qui, quand ils s'en vont, parce qu'il y avait pas forcément de consolidation de CRM, etc., bah, ah, tiens, ça peut faire un gros trou. Et en plus de ça, voilà, je pense que tu le sais bien mieux que moi, mais effectivement, ces carrières longues qui pouvaient se faire avant, où du coup, on avait quelqu'un qui était capable effectivement de venir nourrir le business parce que il crée son réseau, etc., pendant 20, 30, 40 ans, peut-être parfois. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, faut trouver d'autres leviers pour créer ce renouvellement parce que voilà, les gens, il y a 5-6 ans dans une boîte et puis ensuite ils vont ailleurs, etc., etc. Donc, je pense qu'il y avait déjà voilà un petit peu cette cet écosystème qui était un peu différent. Évidemment, il y a eu ensuite une concurrence accrue avec la mondialisation, la capacité de certains de nos concurrents à aller très 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 vite et à pouvoir envoyer des moules en 3 semaines qui viennent de l'autre côté de la planète, là où effectivement les sous-traitants industriels français mettent 3 semaines à répondre à la demande pour faire un premier devis. Donc, petit souci aussi de réactivité. Et puis, il y avait, je pense, aussi une mauvaise image de la communication de manière générale. Moi, je l'ai entendu plein de fois non, mais de toute façon, là, nous, nos concurrents, ils communiquent beaucoup plus que nous, mais en fait, c'est parce qu'ils sont moins bons et du coup, ils ont besoin de prouver. Ou alors, en tout cas, ils passent tout leur fric là-dedans, mais en fait, du coup, après, derrière, ça suit pas au niveau industriel. Donc, il y avait un peu ce côté de plus on en parle, moins on en fait, quoi. Mmh. Et, La et, et ça, tartine de c'est un... confiture, quoi. Ouais, complètement. Et pour le coup, c'est difficile de travailler sur le changement de ce mindset-là. Je pense que ça va se faire surtout par rapport au renouvellement générationnel qui est à l'œuvre en ce moment, parce que il y a certains dirigeants et dirigeantes industrielles qui ont ça en tête et c'est ancré, quoi. C'est une valeur, quoi. Donc il y a ça. Puis voilà, je pense qu'en termes de recrutement, c'était un peu la même chose. On était avec des bassins d'emploi, avec voilà des formations qui étaient associées, etc. Et du coup, un renouvellement qui se faisait bien. L'entreprise industrielle du coin avait bonne réputation. On n'avait pas tant de difficultés à trouver tel ou tel talent, des soudeurs, des chaudronniers, etc. Et puis voilà, ça se faisait comme ça parce qu'il y avait, je pense, aussi des dynamiques territoriales qui étaient différentes d'aujourd'hui, où on voit bien de toute façon avec des programmes comme Territoire d'industrie, par exemple, où il y a nécessité d'aller recréer ces dynamiques, d'aller recréer des logiques de filière, etc., pour faire en sorte que il y ait tout un écosystème qui se crée en amont et en aval. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses et je suis pas la plus grande spécialiste sur ce sujet-là. Des gens en parlent bien mieux que moi, mais il y a beaucoup de petits facteurs qui sont venus un peu perturber le fonctionnement qui était à l'œuvre il y a quelques années, quelques dizaines d'années, et qui fait que maintenant, il y en a qui se retrouvent un peu dans la panade, quoi. Et tu vois, ça me fait penser aussi ce que tu expliquais sur un peu les freins à la com. Euh, il y a aussi, enfin, tu disais un peu le mood ou ce qu'on s'imagine sur la com de cette fameuse tartine de confiture, voilà, pour y faire référence. Je trouve que beaucoup aussi, mais alors pour le coup pas que propre à l'industrie, mais beaucoup de dirigeants peuvent avoir ce truc de bon, c'est un peu bullshit quoi. Tu vois, en fait, on dit, mais on dit pas forcément ce qu'on est vraiment, et du coup ça a pas de sens. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a aussi un enjeu de réconcilier
les acteurs de l'industrie avec une com qui soit alignée, incarnée. T'es pas obligé de te montrer ou de montrer ta boîte sous un joug qui ne lui ressemble pas. Et surtout pas auprès des candidats, tu vois. Enfin, pas auprès des clients non plus. Mais les candidats, ils seront vos collaborateurs demain, ils seront à l'intérieur. Et tu vois, cet enjeu-là, mais il est crucial. En fait, non, on peut péter les codes un peu de l'accord. On n'est pas obligé de se montrer sous un jour qui n'est pas le nôtre. Enfin, j'ai pas vraiment de questions, mais donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, non, mais complètement. Il y a et comme tu le dis, je pense que c'est la pire erreur à faire. Et même en termes de business, et encore plus effectivement par rapport à de la communication orientée RH marque employeur, euh, ça provoque forcément un désalignement. Alors après, il peut y avoir effectivement des choses qu'on a envie de faire infuser parce que c'est l'ambition de la boîte et on se dit, OK, j'ai envie justement de montrer qu'on est innovant, même si je sais qu'on a encore des efforts à faire. Mais là, pareil, OK, pas de souci. Par contre, on le fait en toute honnêteté, en toute transparence, avec une feuille de route que l'on va aller inscrire aussi dans la communication, etc., etc. Mais là-dessus, je sais pas ce qui a pu provoquer ça, que certains se fassent embarquer justement dans cette dynamique de communication où ils devaient se dire d'un œil extérieur, genre: «Ouh là là, ça part dans un délire, perso, je sais pas trop de qui on parle, c'est pas ma boîte en fait», et qui se sont laissés embarquer comme ça. Moi, ce que je constate quand même de temps en temps, c'est, des boîtes industrielles qui font confiance à des agences de com généralistes, qui peuvent être d'excellents professionnels, hein, c'est absolument pas pour casser du sucre sur le dos de qui que ce soit, mais qui sont pas du tout spécialisés B2B, qui connaissent pas forcément les codes d'un secteur, etc., et qui du coup les dirigent vers justement des stratégies de communication voilà, avec des recettes plutôt orientées B2C ou pour le commerce du coin, la pâtisserie, je sais pas quoi. Ou du coup, bah voilà, en tant que dirigeant d'une boîte industrielle, on se dit bon bah c'est pas mon métier, donc si on me dit que c'est ça que je dois faire, ok, je fais confiance. Franchement, très bien, bravo. Mais du coup, voilà, qui se sont laissés embarquer vers des stratégies et du coup des actions qui au final sont complètement décorrélées des besoins, des enjeux, que ce soit business ou que ce soit effectivement marque employeur. Donc il faut faire aussi attention et il faut vraiment, je pense là-dessus, bien poser les objectifs avec que ce soit l'équipe interne, parce qu'il peut évidemment, bien sûr, euh, ça peut être géré par l'équipe interne ou effectivement les prestataires auxquels on fait appel, de dire voilà, moi mes limites elles sont là. Ce que j'ai envie que l'on Mmh. dise, que l'on pense de moi, c'est ça. Ça, je ne veux pas qu'on en parle parce qu'il peut aussi y avoir des limites, ne serait-ce que très personnelles, de choses sur lesquelles moi j'ai plein de dirigeants industriels que j'ai envie d'aller pousser vers du leadership d'opinion, de dire mais si, il faut que vous incarniez, qui me disent non, moi je ne veux pas être mis sur une Associé à tribune. ça, ouais, Voilà, ouais, je veux pas c'est prendre position. c'est Ouais, pas ma personnalité, je serais pas à l'aise. Bah ok, pas de souci, on trouve ouais. d'autres alternatives. Donc ouais, ouais, je pense que c'est un vrai danger et ça, pour le coup, ça porte préjudice pendant plusieurs années. C'est pour ensuite aller casser Mmh. cette vision que l'on s'est fait de dire non, mais on m'a embarqué une fois dans un truc dans lequel j'étais pas alignée pour revenir en Ouais, arrière et tu sors retester, les c'est rames. compliqué. Mmh. Ouais, là, tu sors les rames. Et Mmh. après, justement, tu vois, ce travail je sais pas, imaginons, je suis dirigeant, je suis accompagnée des RH. Qu'est-ce que tu conseillerais? Tiens, fixons justement un peu le cadre. Ça peut être fait en Mmh. amont aussi de la sollicitation Bien sûr. d'une agence. C'est quoi les bonnes questions à se poser? Parce qu'effectivement, souvent, on peut aussi, tu vois, je sais que moi, souvent, même si après, c'est pas ma partie, mais souvent, côté RH, tu vois, on a un fondateur qui a une histoire.
Mmh c'est intéressant. Qu'il mh. raconte son histoire, le cheminement, Mmh pourquoi mh. il en est arrivé là, et cetera. Ça fédère aussi, tu vois, Ouais, bien sûr. les équipes. Et souvent, c'est un point où justement le dirigeant va dire: «Non, ça, j'ai pas envie de le livrer. C'est Mmh. mon histoire perso». Tu vois, ça Mmh mh. s'entremêle aussi parfois. Ouais, ouais, Donc complètement. enfin, surtout quand voilà, tu as un fondateur, qui est encore présent dans l'entreprise, qui a une histoire ou alors une histoire familiale, et cetera. Non, tu sais, tu as des sujets des fois: «Non, ça, j'ai pas envie». Donc ma question, on est, 2 autour de la table, dirigeants, un DRH. Comment est-ce que avant de solliciter, une agence, un cabinet, on peut se poser les questions de ses limites? Qu'est-ce qu'on veut dire, sur quoi on veut communiquer, quelles sont les ambitions aussi, qu'est-ce qu'on va aller chercher. Enfin, je pense qu'il y a les objectifs, c'est crucial. Voilà, je te pose la question. C'est ce que j'allais dire effectivement sur, ce genre de sujet. Il faut déjà être très au clair, je pense, sur, ce que nous on va appeler, la plateforme de marque. Donc voilà, les valeurs, la mission et les ambitions. Parce que sans ça, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bon, bah oui, qu'on est super géniaux, super innovants. OK, mais pourquoi tu as envie de dire ça, en Attends, fait? C'est excuse-moi, pour aller où ensuite? tu m'as mis le générique de Lego dans la tête, quoi. Excuse-moi. Attends, je fais ah non, mais ça, c'est les Playmobil, là, je suis con. Ça marche aussi. Si tu veux. Super génial. Maniaque, moi, qu'on a la ref, j'ai un grand qui est fan de Lego. Voilà, pardon. Pas de souci. Ça ne ça ne me pose aucun problème. Ça fera un bêtisier comme ça. On va le garder, écoute, on va le garder, c'est pas grave. Oui, oh bah ça, il faut quand même parce que vu que tout le monde sait que je suis un peu zinzin, faudrait pas non plus, qu'il y ait un effet déceptif, quoi. Donc Il faut qu'on soit alignés, n'est-ce pas? exactement. Je pense qu'en plus, effectivement, on est bien en phase toutes les 2 là-dessus, donc C'est ça. C'est ça. Ça me tient en rythme. mais ouais, en tout cas, effectivement, il faut savoir pourquoi on a envie, d'investir, du temps et potentiellement de l'argent. Enfin, de toute façon, c'est de l'argent quoi qu'il arrive, parce que même si c'est en interne, c'est quand même, des collaborateurs, à qui que l'on rémunère. Hem Et après, moi, ce que le travail que l'on fait faire, à nos clients sur ces sujets-là où effectivement on est sur des sujets, assez, assez profonds et assez stratégiques, c'est de dire surtout ne restons pas que le dirigeant et le ou la DRH, le ou la dirigeante, le ou la DRH. Allons interroger justement un peu l'écosystème aussi, par exemple sur des sujets, de marque employeur, par exemple, c'est les anciens, qu'est-ce qu'ils pensent de la boîte? Comment, ils auraient envie qu'on la voie et cetera? Et les plus jeunes, les différentes fonctions, enfin faire un peu ce petit tour, de l'interne et potentiellement aussi de, nous on le fait, aussi beaucoup côté business, mais côté RH, ça fonctionne de la même manière. Par exemple, un ou une candidate qui récemment, serait allée quasiment au bout du process et puis a choisi une autre boîte, ou pas d'ailleurs, mais juste n'est pas venue. Donc un peu un échec de recrutement ou alors quelqu'un qui a démissionné, qui est parti. Ces gens-là, c'est ultra riche ce qu'ils ont à raconter, pour dire: «OK, qu'est-ce qui finalement a fait défaut dans le processus? Qu'est-ce qui les a attirés ailleurs? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé trouver? Est-ce que justement il y a eu aussi, des promesses qui ont été faites et qui du coup n'ont pas été tenues?» Enfin voilà. C'est, toute cette analyse un petit peu de l'état actuel, de la vision qu'ont les gens, de ce que les gens aimeraient, que l'on pense de leur boîte et effectivement associer, à la feuille de route stratégique de: «OK, mais on a envie d'aller où? Du coup, sur quoi on doit insister? Qu'est-ce qu'on doit valoriser? Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille un peu plus travailler?» Et quel degré, d'authenticité et de révélation, on a envie de poser, ça c'est essentiel, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser un petit peu la question, mais bon là ça va plus dans des sujets, hein, qu'on va un petit peu plus loin. C'est du ton de voix. Moi j'aime bien travailler là-dessus aussi, de dire: «OK, comment voilà, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de dire? Et Et puis comment attends, on a mais envie de le dire?» définir un ton, c'est hyper Mmh. dur. J'ai Ouais. fait
à titre perso, la démarche l'autre jour, et on m'a posé la question, mais quelle est ta tonalité claire? Ah ouais. Bah, je sais pas. Non, Ah, c'est c'est hyper parce difficile, hein. et oui, parce que c'est pas facile. Ça, je trouve que Mmh. et en même temps, enfin voilà, moi j'adore les mots et enfin donc c'est un sujet qui est passionnant, mais en même Mmh. temps, t'as pas de vocabulaire vraiment commun pour définir parce que tu as aussi beaucoup de notions de perception dans Oui, oui, l'écriture, oui. dans la tonalité, dans tu vois? On va pas les uns les autres percevoir la même chose d'un mot, d'un message, il est Ouais, ancré clairement. dans notre culture, notre éducation, nos souvenirs, Mmh. c'est difficile, hein. Enfin Ouais, voilà, ouais, c'est la petite, complètement. parenthèse. Complètement et pour enfin, je te rejoins vraiment. Il y a, moi, déjà, c'est pareil, on me demande: «Émilie, quelle est ta tonalité?» Alors, c'est-à-dire que je ne sais pas, en fait, hein, c'est le feeling, ça Ah, dépend de jours. toujours. Donc ça, c'est très dépendant, effectivement, de mes humeurs en ce qui concerne, ben, ma ligne éditoriale perso et après, voilà, pour les clients, nous, je sais qu'on pousse jamais le curseur trop, trop loin non plus parce qu'après, comme tu dis, finalement, on rentre dans des choses qui sont tellement de l'ordre de la petite notification Google, tellement de l'ordre de la perception, que ça sert à rien de faire des documents, de tone of voice, de 4 pages. L'idée, c'est plutôt de se dire: «OK, pour tel type de cible ou tel type de communication, on va plutôt être sur quelque chose de, voilà, pédagogique, informatif, avec un soupçon de» et après effectivement pour la marque employeur, on peut se permettre, d'être un peu plus décalé. Enfin voilà, poser quelques bases comme ça. Mais, après quand on a des boîtes ultra staffées, Ouais. on peut aller plus loin, mais au départ, ça sert à rien non plus de créer une usine à gaz avec le document que personne n'a jamais consulté et voilà. Oui et puis attends, en plus on évolue. Enfin, Ouais. dans le sens où tu disais que tu commences, aussi à accompagner enfin tu accompagnes des entreprises industrielles avec un petit niveau de maturité sur les enjeux de la COP. Mmh mh. Possiblement, tu sais que, les sujets, les posts sur les réseaux sociaux ou les articles vont être portés, peut-être, par, bah, des RH, Mmh mh. peut-être parfois par des salariés qui ont envie de prendre la parole, peut-être par le Mmh. dirigeant. Bah, il y a une évolution. Il faut pas s'attendre, je pense aussi que ça peut être un piège, de la comparaison sur, notamment les réseaux sociaux. «Ah non, mais, lui, il est trop fort» ou «Tu as vu comment il communique?» Bah, peut-être, mais si ça fait 5 ans qu'il communique, bah, Complètement. il a chopé sa tonalité pour le Exactement, coup. ouais. Mmh. Il a fait des essais de ce qui marche, de ce qui marche pas. Faut aussi s'autoriser à progresser. Mmh. C'est un vrai truc que je vois, au départ. Donc de s'enfermer, comme tu le dis au départ, dans un tone of voice qui fasse, 4 pages, pour qu'au final, dans 6 mois, tu auras progressé, et tu as vu ce qui fonctionnait parce que ça correspondait au Mmh message que mh. vous voulez passer à la personne aux personnes que vous êtes, aux valeurs que vous incarnez. Bah, good, en fait, c'est juste le but. Ah ouais, ouais, pour le coup, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Le test and learn, notamment effectivement pour les boîtes à plus faible maturité, en tout cas plus faible expérience, parce que c'est pas toujours une question de maturité, mais plus faible expérience dans ces exercices de communication. Le test and learn, pardon, c'est la base. Et en plus de ça, comme tu dis, il y a des gens qui vont vouloir peut-être après s'investir un peu plus en disant: «Ah tiens, c'est chouette» et cetera. Donc voilà, faut poser un cadre stratégique qui permette de savoir pourquoi on le fait et en gros de quelle manière on a envie de le faire. Mais il faut aussi s'autoriser, de tester des choses et surtout, ce que tu disais me fait penser à quelque chose, il faut accepter que ça prenne du temps. Ça, c'est un vrai Ah, sujet aussi, hein. surtout au début, hein. Le Ah là là, oui. Non, effectivement, c'est pas en investissant, que ce soit dans des outils, plutôt orientés marketing stratégique ou que ce soit effectivement plutôt dans des dimensions, opérationnelles, que ça change tout en un clin d'œil. Enfin, Mmh. c'est comme n'importe quel investissement, quand on investit dans une démarche d'amélioration de ses processus, avec, voilà, je vais,
optimiser ma démarche lean, etc. Mmh. Bon, bah, même s'il peut y avoir des petits quick wins assez rapidement, Souvent, tu ça as a même une baisse au transformé la départ personne. d'un gros chantier. Voilà. À un moment donné, faut accepter que tout ça, ça se mette en place et que les bénéfices arrivent que quelques mois, 1 an et demi après, qu'on commence à voir vraiment la différence qu'à ce moment-là, quoi. Donc, ça, voilà, moi, quand j'ai des boîtes qui viennent me voir en disant, mais du coup, dans 3 mois, dans 3 mois, ça va être compliqué, là. Faut quand même qu'on s'y mette Eh oui. avant. Eh. Donc, donc voilà, après effectivement, ça n'empêche pas qu'on peut travailler sur, et je pense qu'effectivement, de ton côté, c'est pareil, sur des feuilles de route qui permettent quand même d'avoir des petites preuves de concept assez rapidement, pour, pouvoir embarquer les équipes aussi, hein, mine de rien. Mais complètement. Après, tu vois, sur, la marque employeur, tu as, tu as la possibilité de travailler sur 2 temps, hein, le temps Mmh mh. court, d'une campagne précise de, Mmh mh. j'en sais rien moi, on recrute, 20 soudeurs, dans les 3 mois. Après, si effectivement, l'objectif, c'est de rénover, sa marque employeur de fond en comble, bah, ça va pas se faire en 3 mois. Enfin, C'est ça. voilà, tout c'est une question d'objectif. Comme toi, j'imagine, tu as, un lancement, produit. Oui. Je pense que alors moi, j'y connais pas grand-chose en com, produit. C'est pas mon domaine, mais tu as un lancement produit. Bon, bah, Mmh mh. tu sais que tu es sur du temps, enfin court ou moins Mmh. court, mais en tout cas avec une deadline. Ouais, ouais, complètement. Effectivement, tu peux fonctionner en mode campagne, là où effectivement, tu vas aller conquérir, un nouveau, segment de marché et cetera. Bon, bah, faut voir, effectivement et puis il y a quand même des fondations à travailler quoi qu'il arrive en parallèle, et à optimiser en tout cas, ça c'est, voilà, ça prend un peu plus de temps, ouais. Mmh. Est-ce que sur cette fin d'échange, même si j'ai pas du tout envie de te lâcher, mais je pense qu'on va avoir Ouais, de d'autres toute façon, j'ai une activités. réunion dans 5 minutes donc Donc, on fait juste un focus, si tu veux bien, sur les réseaux sociaux et notamment sur l'influence digitale. Est-ce que tu peux me parler de ce sujet-là? Pourquoi est-ce qu'il faut que les industriels prennent davantage la parole sur les réseaux et faire le pont évidemment avec le collectif des industriels? Je te laisse la parole. très bien. Sur le sujet effectivement de l'influence digitale et de l'utilisation des réseaux sociaux, ce qu'on constate, c'est que globalement, dans le B2B, on n'est pas très bon et encore que, dans certains secteurs de B2B comme le monde, voilà, encore une fois, de l'IT et cetera, il y a les acteurs, les entreprises se sont quand même accaparés les médias sociaux de façon un peu plus forte. Heu Dans l'industrie, on est sur une invisibilité, clairement, hein. Je pense que alors moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de boîtes industrielles parce que mon écosystème fait que effectivement, je ne vois que ça toute la journée. Oui, bah, c'est Heu, l'algorithme. mais c qu'on aime ou pas, les médias sociaux, on peut avoir des avis différents, que ce soit sur TikTok, sur LinkedIn et cetera et cetera. Toujours est-il que c'est aujourd'hui des canaux de communication qu'on ne peut pas, mettre de côté. On l'a vu, encore, lors, des différentes élections, ces dernières années, il y a des choses qui se jouent. Enfin, clairement, il y a toute une partie de la population et ça va ne faire que croître, hein, qui s'informent sur les réseaux sociaux, qui cherchent du boulot sur les réseaux sociaux, qui font tout sur les réseaux sociaux, en fait. Probablement trop, mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, de ne pas, investir cette scène médiatique, pour aller véhiculer, différentes sortes de messages, qu'ils soient business, qu'ils soient RH, voilà, peu importe, c'est se couper d'une partie du monde, hein, quasiment, à mon sens. Et d'autant que, les possibilités sont assez immenses, on peut se permettre de prendre des risques un petit peu plus forts, moi je trouve aussi. Heu, donc voilà, c'est aussi, sur ce constat-là en tout cas qu'on a cofondé le collectif des influstriels avec Aurélien Goyer et Olivier Luancy il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant.
de dire en fait on est très nombreux à vouloir remettre l'industrie au centre des discussions, au centre des débats, Au, etc. au Et faire milieu en du village, comme on disait avec Véronique exactement, l'usine au milieu Gricourt-Laz. du village. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'est une très jolie phrase. Euh, et, euh, et pour le coup, voilà, ça c'est un des outils à notre disposition qui est ultra puissant et qui est pas du tout utilisé, en tout cas pas suffisamment aujourd'hui. Donc on est plusieurs dizaines maintenant. Au dernier comptage, ça doit être presque 70 individus à se réunir et à se mobiliser via nos différents réseaux sociaux pour pour communiquer à nos communautés des messages que l'on juge importants en lien avec l'industrie, son attractivité, le fait que l'industrie fait partie de la solution sur les sujets de transition énergétique environnementale, le fait que l'industrie se féminise, se diversifie, qu'elle a encore plein d'efforts à faire aussi bien sûr, mais qu'il y a des choses qui se passent, mettre en avant des messages positifs et montrer que voilà, il faut qu'on se préoccupe plus de ça en tant que citoyen. Super, merci. Est-ce que tu peux nous donner le nom d'une dirigeante auquel tu penses qui prend la parole sur LinkedIn? Peut-être qu'on peut conseiller d'aller suivre. Voilà, est-ce que tu as une idée? Je dirais, il va falloir que je change parce que je donne toujours ce nom-là, mais je trouve tellement génial ce qu'elle fait. Manon Cuira de Mais Saint-Traméto. ça va. On va se demander si finalement elle ne me rémunère pas pour faire sa pub. Non, mais c'est vrai que ces derniers temps, et pourtant des jolis exemples, j'en vois, et effectivement, il faudra qu'on fasse plus de publications dans ce sens-là, mais je crois que ça va arriver du côté Je des crois que c'est industriels en notamment, cours. hein, il me semble. Mais c'est vraiment une des dirigeantes que je trouve super inspirante sur ces aspects de communication, qui ose plein de choses, qui a réussi à embarquer son équipe, qui donne Carrément. l'image de son métier qu'on pourrait penser pas pas hyper Pas sexy, glamour, etc. pas Voilà. sexy, ouais. Et qui en plus de ça est très très sympa. Donc voilà, C'est Manon clair. Cuira de Saint-Traméto. Bon, merci pour ça. Émilie, c'était trop chouette de savoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je te remercie pas pour avoir la chanson de Lego dans la tête. Je pense que je vais l'avoir toute la journée. Je peux te mettre le petit bonhomme en mousse si tu préfères. Atroce, hein. Atroce, atroce. Mais non, c'était un super moment. Pas du tout les questions que j'avais préparées, en revanche. Bon, Non, comme oui, quoi. ben ouais, c'est souvent comme ça. C'est pas Désolé. grave. C'est moi, hein, c'est bien. Je t'ai embarqué sur. Tu vois, je vais pas du tout suivre mes questions. C'était très chouette. Merci 1000 fois. Et puis, on te retrouve, j'imagine, sur LinkedIn. Avec plaisir, ouais, tout à fait, Super. toujours. Génial. Merci beaucoup, Claire. Merci. Bonne journée. Attends, Bye je bye. coupe. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.